Agnès, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de venir discuter autour du sujet de l'entreprise, du bien-être dans l'entreprise sur le podcast de l'Anima. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien que vous présentiez, que vous expliquiez un petit peu votre parcours et ensuite je vous poserai quelques questions. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mon parcours, ça fait 5 ans donc que je suis consultante indépendante en accompagnement de la transformation avec l'angle particulier de ce qu'on appelle les entreprises apprenantes. Donc, comment est-ce qu'on est un collectif, des individus, des équipes qui développent les capacités, les compétences dont on a besoin pour devenir qui on a envie de devenir en fait. Et je fais ça à partir de quoi? Je fais ça, en fait, j'ai travaillé d'abord 20 ans en entreprise, dont 15 ans en management très opérationnel, d'équipes un peu dans plein de pays du monde, dans plein de types d'entreprises. Et puis après, au bout de 15 ans, je suis passée plutôt côté RH, développement orga, learning and development, etc. Donc voilà, donc c'est de ces 20 ans en entreprise, dans plein de contextes différents, avec plein d'équipes très, très, très opérationnelles, que après j'ai pu mettre les théories, les modèles, et que j'ai pu mettre un peu de recherche sur la matière brute de mon expérience. Voilà. Très bien, très intéressant. Et justement, donc, vous affinez, vous continuez d'expérimenter de nouvelles méthodes d'apprentissage de façon à toujours faciliter ou apporter un peu plus de savoir, de connaissances, de bien-être, de développement aux entreprises? C'est une bonne question. Est-ce que je développe des nouvelles méthodes? Alors, ce qui est sûr, c'est que je passe, je sais pas, en fonction des périodes, entre 20 et 30 de mon temps à étudier, à chercher, à apprendre. Là, par exemple, je viens de finir 2 ans un cursus une licence de philo, Mmh. Zophie. Mmh. Donc, ça m'a pris un paquet de temps. Donc, après, oui, il y a des nouvelles méthodes, mais je suis pas sûre que ce soit seulement un sujet de méthode. C'est aussi la pratique, la pratique, la pratique qui fait qu'on devient plus fin. Et c'est un peu le passage, si je suis, si je fais un parallèle un peu facile entre voilà, répéter les figures imposées qu'on a appris, et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait un entrechat, ou c'est comme ça qu'on passe une pénalité, à passer en figure libre et peut-être être un peu moins dans la méthode et les outils, et un peu plus dans l'intuition, et puis 25 ans d'expérience, quoi. Ah, c'est très intéressant, vous parlez d'intuition, donc ça veut dire que finalement l'intuition, pouvoir naviguer dans l'intuition, c'est d'abord passer par une certaine maîtrise de certains outils, de certaines connaissances. Alors ça, C'est c'est pas moi qui le dis pour le coup, oui, c'est la recherche qui dit que en fait l'intuition, ça c'est de l'expertise qui va plus vite. oui, Heu, clairement. Mettez-moi dans une salle d'opération sur une opération cardiaque, je vais avoir zéro intuition, C'est hein. sûr. Donc en fait, j'ai de l'intuition parce que en fait, et sur certains sujets, j'ai de l'expérience, ce qui me permet d'avoir de l'intuition. Tout à fait. Et ça, on peut envisager petit à petit de permettre à plusieurs personnes, à des cadres, à des chefs d'entreprise, à des employés, d'atteindre ce niveau d'intuition. Vous pensez que c'est envisageable dans le cadre de l'entreprise? Ah ben, je pense que tous les jours, tout le monde fait preuve d'intuition. En fait, une manière de le voir qui est assez marrante. Moi, donc, j'ai passé 15 ans en logistique, supply chain, donc très, très opérationnel, des équipes, des process, des factures, des budgets, machin. Et puis un jour, je suis passée presque par hasard en RH. Je m'y attends, enfin voilà. Et c'est en changeant totalement de métier. Alors que j'avais déjà changé plein de fois de boîte, mais changer de métier, ça permet de voir toutes les choses qu'on fait complètement spontanément en pensant que bah, c'est normal, tout le monde fait comme ça. Et en fait, non, tout le monde ne fait pas comme ça. C'est juste que l'expérience fait qu'on développe des sortes de réflexes, des sortes de, oui, oui, des réflexes en fait, et des facilités et des fluidités. Et en fait, ce qui est vachement intéressant dans ce sujet de qu'est-ce que j'apprends individuellement et collectivement, c'est super enfin, c'est hyper important de développer justement cette maîtrise, cette capacité à passer en mode réflexe, que j'en sais rien, quand il s'agit de faire une négo avec un fournisseur, bah, la première fois j'y vais, bah, effectivement je suis tétanisée, je l'ai préparé pendant des semaines et des semaines, et puis la 37e fois, je me fais confiance, je fais confiance à mon équipe, je sais à peu près comment ça va se passer, je sais quels sont les 4 chiffres qu'il faut avoir en tête, etc. Euh, mais la limite de ça, c'est que c'est là qu'au bout d'un moment, bah, on fait les choses tout le temps de la même manière, et le monde change autour, et puis moi je continue à faire les choses tout le temps de la même manière, et puis en fait c'est là que je décroche. Donc
Donc, tout l'enjeu pour moi aujourd'hui en entreprise, c'est avoir des intuitions, des réflexes, mais tout le temps les questionner en disant est-ce que ce réflexe est toujours pertinent. Je suis confrontée à plein de boîtes où en fait, la manière dont on fonctionnait, qui nous a amené, c'est cette fameuse phrase What took us here won't take us there. Ce qui nous a amené jusqu'à ici n'est pas forcément ce qui va nous amener là où on veut aller. Alors, je dis surtout pas qu'il faut jeter tout ce qu'on a été avant, Bien sûr. mais savoir perpétuellement revisiter, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur le terrain, qu'est-ce que vous observez concrètement par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, justement? C'est cette pratique, cette récurrence de la pratique, cette place à l'intuition aussi. Euh, En fait, ce que j'observe, et surtout depuis la crise du Covid, et ça va être une caricature parce que c'est pas vrai partout, mais justement de moins en moins de pensée et de moins en moins de prise de recul pour continuer à faire ce qu'on fait parce que c'est ce qu'il faut faire et pas juste parce que c'est comme ça qu'on fait puis on n'a pas réfléchi. Mmh. Ou décider de faire autrement parce qu'il faut faire autrement, ou décider d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles capacités, etc. Et en fait, euh, j'ai souvent des interlocuteurs qui pourtant sont à des postes de direction, voilà, ont des responsabilités, et disent moi j'essaye juste d'arriver à la fin de ma journée à avoir abattu, et en fait un peu le côté hamster dans sa roue. Et résultat, c'est des gens qui sont toujours très preneurs de. Moi, il y en a plusieurs. Allez, une fois tous les 15 jours, on va prendre 1 heure. Et puis pendant 1 heure, on va mettre le pied sur le ballon. Et on va essayer de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que j'en apprends. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je décide. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je décide. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, etc. Donc en ce moment-là, je ne suis pas sûre d'observer. Alors après, peut-être que justement, les gens qui m'appellent, c'est justement ceux chez qui il y a plus besoin de ralentir, Oui. de prise de recul. Ceux qui vont très bien ne m'appellent pas, donc ça, c'est logique. Mmh. Mais sur ce sujet de comment est-ce que je suis en conscience à la fois en train de continuer à faire ce qui sert mon propos et ma mission et remettre en cause ce qu'il faudrait commencer à faire différemment, j'ai l'impression qu'on fait de moins en moins parce que le niveau de charge et le niveau de frénésie est devenu complètement fou. Parce qu'en fait, l'accélération des transformations liées au Covid, liées au macroéconomique, liées aux enjeux environnementaux, sociétaux, etc., fait qu'avant, on avait des agendas, enfin avant 2019, hein, on avait des agendas qui étaient pleins à 100%, 70% d'opérationnel et 30% de transfo. Et maintenant, en fait, on a toujours les 70% d'opérationnel, mais le 30 de transfo est devenu 70. Et en fait, ça rentre plus. Et donc, on perd en productivité. Et Parce d'ailleurs, que les systèmes sont et oui, devenus ouais, et puis ça va frénétiques. très vite, ça va très, très vite, ça va de plus en plus vite et il faut trouver des solutions peut-être rapidement parce que vous parliez tout à l'heure d'observation, de prendre le temps, de prendre un peu de recul, de regarder un peu où est-ce qu'on est, ne serait-ce que d'avoir une petite réflexion pour essayer d'apporter des outils un peu plus adaptés au moment parce qu'on peut très bien avoir un plan d'action au départ, mais on peut être à l'aise de pouvoir le remettre en question au fur et à mesure qu'on l'applique pour essayer d'avoir prendre des décisions un peu plus adaptées au moment. Parce que comme vous l'expliquez, on a parlé tout à l'heure du Covid, donc il y a eu aussi plein de changements, des paramètres qui bougent, un fonctionnement de l'entreprise qui doit s'adapter, etc., etc. Donc les moments dont vous parlez d'observation, en tout cas en psychologie, on dit que c'est très important déjà de le faire sur soi-même, d'avoir des moments d'observation. Donc pour l'entreprise, je suppose qu'avec tous ces êtres humains, toutes ces émotions, toutes ces psychés communes, il faut encore plus prendre de temps. Je pense que le temps, c'est plutôt un allié que la rapidité dans ce moment frénétique. Je sais, le temps, c'est ce dont me parlent tous mes clients. En gros, la réponse classique quand on parle de prendre du recul, de développer des nouvelles compétences, de développer, moi, un de mes sujets beaucoup, c'est développer la culture d'apprenance, la learning culture. C'est-à-dire comment on est un organisme qui développe les compétences qu'on a besoin de développer, les capacités, les comportements, etc., par rapport à un objectif. La réponse, c'est on veut, on n'a juste pas le temps. Il y a cette phrase que j'adore de Laurent Bibard qui dit prenez le temps, comme ça vous en aurez. Excellent. Voilà, Excellent. bon, facile à dire. Oui. Donc, et en fait,
pour moi, ce sujet de réflexivité, de prendre le temps de regarder son système et qu'est-ce qu'il est en train de devenir, enfin, de comment il est en train d'évoluer, c'est typiquement, il y a le modèle pour moi le plus efficace sur les entreprises apprenantes, et donc c'est un modèle de transformation. Ça s'appelle les 5 disciplines de Peter Senge. Il dit il y a 5 choses que fait un collectif quand il veut développer les capacités de devenir ce qu'il veut devenir. Donc évidemment, une des pratiques, c'est être clair sur ce que je veux devenir en tant que collectif. Et une autre pratique, c'est ce qu'il appelle apprendre en équipe. Donc mais c'est pas forcément partir 3 jours en séminaire, au vert, machin. C'est régulièrement, ça peut être en début. Moi, souvent, je travaille là-dessus avec mes clients. Début de réunion d'équipe, une fois par mois, on fait un tour de table. Tiens, qu'est-ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines qu'on n'avait jamais fait avant? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine qu'on avait dit qu'on arrêterait de faire? Enfin voilà, regarder, avoir juste cette pratique régulière de regarder le système tel qu'il est. Et ça, je pense que c'est quelque chose, on n'a plus le choix parce que, attention, tarte à la crème, mais ce vocable de VUCA World, donc du fait qu'on vit dans un monde complexe et pas compliqué, complexe. La complexité, ça ne se gère que si on observe au plus près du système ce qui est en train de se passer. Mais par contre, dans ce que vous dites sur la capacité à toujours à ajuster les plans d'action, en fait, pour moi, là, on l'a développé, enfin, en tout cas pour moi, non, mais j'ai plusieurs clients où ça, on a développé hyper bien la capacité à ajuster tout le temps. Et en fait, on ajuste tellement tout le temps que plus rien n'avance parce qu'on ne sait pas encore différencier le cap, il est figé. Oui. On a dit qu'on allait à Belle-Île, ok? Donc on va à Belle-Île. Par contre, on avait dit qu'on partirait d'abord en tirant un bord par là. Il se trouve que le vent a changé et tout, donc en fait, on va tirer plutôt un bord. Donc oui, le chemin est en émergence. C'est là qu'on arrive beaucoup plus vers des compétences et des modes de fonctionnement entrepreneurial. Mais par contre, le cap, il ne peut pas changer tout le temps. J'ai plusieurs clients où en fait, le système ne bouge plus, n'avance plus, n'est plus performant. Non pas parce qu'on met pas à jour les plans d'action et on ne s'adapte pas à la réalité. Ça, on n'arrête pas de le faire, de s'adapter à la réalité. Par contre, il n'y a plus de cap. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des 5 disciplines d'une organisation apprenante. La vision partagée, il y a une vision, et le mot le plus important dans vision partagée, c'est partager. Donc, c'est pas que moi qui ai dit, c'est là qu'on va, quoi. Mais c'est quelque chose qui est approprié partout. Et est-ce qu'on parlerait là enfin, si on prenait les 2 mots attention et vigilance, comment on les placerait justement dans ce point de départ, ce cap et cette direction vers laquelle il faut rester dirigé? La phrase qui me vient, c'est le lien entre l'attention et l'intention. En fait, l'énergie va où va mon intention. Et en fait, exactement. C'est exactement comme un vélo, en fait. Si je regarde dans un endroit, ben mon système, il va aller là-bas. C'est une manière d'accompagner la transformation d'une entreprise. C'est aussi, moi, c'est mon entreprise, je regarde vers là où je veux qu'on aille. Et je dis à mon équipe, regardez, on commence à le voir. Regardez, ce bout-là, il commence à être visible. Regardez, machin. Donc c'est pas de l'attention, c'est de l'intention. Mais l'attention, la vigilance, je saurais pas répondre à la question. J'imagine que si je devais être vigilante, là, ce qui me vient comme ça, de ce que je vois avec mes différents clients, si je devais être vigilante aujourd'hui, si je dirigeais une entreprise, je serais vigilante. Je ferais attention aux autres et je serais vigilante à ce que moi, je me mette à la juste place. Ah, très intéressant. Un des problèmes souvent, c'est que moi, je ne me mets pas à la juste place. Et donc, je ne laisse pas la place. Ou je prends une place qui empêche les autres de la prendre, ou je ne prends pas une place que je suis censée prendre. Donc voilà, si je devais articuler ces mots-là, je dirais ça. Je fais attention aux autres, mais je suis vigilant sur la place que je décide de prendre.
Et d'ailleurs, par rapport à cette productivité, parce que tout à l'heure vous l'évoquiez, ce mot de la productivité, et cetera. Est-ce qu'on arrive véritablement dans une entreprise à associer le bien-être et cette nécessité de productivité, de résultat aussi qui est quand même là? Est-ce que c'est quelles sont les difficultés que vous avez vues sur le terrain ou au contraire les grandes réussites qui ont pu, s'opérer ces dernières années? Alors déjà, moi, je questionnerais le lien entre productivité et résultat. Oui. Le résultat par la productivité, c'est un robot, une Ouais. machine. Mmh mh. Comment on mesure la productivité de la créativité? Heu, je sais pas. Mmh. Donc, productivité résultat, je suis pas sûre. Heu, je pense qu'on est arrivé à des niveaux de productivité assez énormes, que certains systèmes sont en train de perdre en productivité parce que justement, il y a plus de cap ou alors, on est tellement en train de s'adapter tout le temps et cetera que, bah, en fait, on n'avance plus. Hem et donc et après le bien-être, c'est, déjà, pareil, désolée, hein, licence de philo, mais c'est quoi le bien-être? Mmh, j'op c'est sûr que en fait, je prends un exemple. Je suis en train de travailler, bah, là, si je prends les 3 entreprises avec lesquelles je suis en train de travailler, les 3 parlent, de difficultés, du fait que ça va trop vite, qu'il y a trop, qu'on ne sait pas trop où on va et cetera. Oui, il y a de la difficulté, mais en fait, je me demande si le c'est pas politiquement correct, hein, ce que je vais dire, hein, mais je me demande si le mal-être est aussi catastrophique que ce que veulent bien en dire, les médias et alors oui, les chiffres disent burn-out, enfin je Mmh. oui, oui, il y a mais en fait, j'aime pas les j'ai toujours peur des discours simplistes. Mmh. Je suis pas sûre qu'il y ait un lien direct entre productivité et bien-être. Heu, une fois, à un moment, j'avais longtemps travaillé avec une association, hem, qui changeait de taille, qui mettait en place un comité de direction et cetera, donc c'était mais qui était hyper, enfin qui avait des super résultats, mais qui avançait très, 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 très vite. Et en fait, leur raisonnement, c'était de dire: «Bah, voilà, on veut pouvoir faire tout ça. Tout ça, globalement, c'est 7 heures pour ça, 4 heures pour ça, 18 heures pour ça, machin. Donc voilà, donc là, ça rentre ou ça rentre pas». Et en fait, avec le président de l'association, je dis: «Mais ça se mesure pas en heures, en fait. Il y a des choses que je vais faire hyper rapidement parce que j'aime les faire. Puis il y a des choses qui vont me prendre un temps fou parce que j'aime moins les faire. Et puis surtout, il y a des choses qui vont me donner de l'énergie positive et il y a des choses qui vont me coûter. Mmh. Et donc, je peux passer des heures, à faire des trucs compliqués, heu, mais ça me donne du bien-être. Mmh. Parce que, enfin, je veux dire, on revient à la définition du qu'est-ce que c'est que bien-être, bonheur? Le bonheur, est-ce que c'est juste, tout va bien, en gros, j'ai pas d'ennui, j'ai ce que je veux, machin? Ou est-ce que c'est: «Ah, j'ai la satisfaction d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir appris quelque chose, d'avoir grandi»? Hem, donc bonheur, productivité, Oui. je sais pas faire un lien simple. Et si on change le mot productivité et qu'on y met, je suis un peu plus, «vicieuse» entre guillemets, compétitivité? Et le bien-être et la enfin, parce qu'on voit beaucoup de plans de formation mis en place pour essayer d'aider les personnes à mieux communiquer au sein d'une entreprise, à se sentir plus à l'aise, à être plus productif peut-être. En tout cas, ça peut être la conséquence, hein. On peut avoir comme objectif le chiffre d'affaires ou on peut avoir comme conséquence le bien-être de ses employés. Tout va dépendre des structures, tout va dépendre, des objectifs de chacun. Mais lorsqu'on on se pose en se disant: la compétitivité, c'est l'adversité quand même, parce qu'on va tous avoir un point commun, c'est-à-dire d'aller dans cette direction, d'aller dans la direction de ce chiffre d'affaires ou dans la direction de ce résultat à la fin de l'année ou dans 10 ans ou dans 5 ans, peu importe. Mais derrière ça, on a des êtres humains, des émotions, une psychologie, des psychés, etc. Et donc, on essaie de leur donner des outils, ce qui est très bien pour essayer de donner le meilleur, en fait, pour l'entreprise. Est-ce que ces 2 points-là sont compatibles? En tout cas, sur ce que vous avez observé ou dans l'expérience que vous avez, vue, au sein des entreprises, est-ce que véritablement
on peut associer ces 2 points? Ou est-ce que c'est pas juste, un espoir que tout le monde, entretient de, un jour, pouvoir être autant à l'aise à son travail et à s'éclater à faire ce qu'on fait que de gagner de l'argent, enfin voilà, que ce soit juste une conséquence de son bien-être, le résultat de l'entreprise? Alors, il y a différentes dimensions dans ce que vous dites. Déjà, moi, c'est même pire que ça, c'est je crois que les résultats d'une entreprise sont intimement liés avec, l'engagement, le fait d'être content d'être ensemble, enfin, typiquement quand on m'appelle, on me dit: «Tu fais des team building?» Je dis: «Non, moi je j'emmène pas une équipe faire du kart, c'est Non. pas mon job, Ouais, ni du carrément. massage, ni machin». Par contre, on travaille et en travaillant, on construit des relations et en travaillant, on apprend à mieux se connaître et en travaillant, on rigole et en travaillant, on crée et en fait, en travaillant, on passe un bon moment, heu, Et on donc crée du lien et on on crée du crée lien, on en crée du fait. lien, on crée de la satisfaction d'être ensemble, on crée de la confiance, on crée de la fierté. Heu, Mmh. il y a plein d'endroits où on me dit: «Ouh là là, faut venir parce que ça marche pas» et je dis: «Bah, on va déjà commencer par regarder tout ce qui marche» parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui marchent, sinon la boîte, elle n'existerait plus donc Donc en fait, heu vous créez quelque part en faisant ça, plutôt que d'aller faire du karting, vous créez un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que c'est quand ils vont se sentir appartenir à un groupe et à un projet que vous allez stimuler le plus de motivation, en fait, en chacun. Bah, en fait, c'est la bonne vieille tarte à la crème du sens, hein. Et le sens, bah, il y a 2 définitions. Il y a qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Mmh. Et puis il y a vers où on va. Exactement. Donc c'est pour ça que, est-ce que c'est possible de concilier la je pense que le mot compétitivité, je le remplacerais peut-être par le mot performance. Est-ce que Mmh. c'est possible de concilier la performance d'une entreprise, performance économique, pourquoi pas performance sociétale, pourquoi pas, enfin, quelle que soit la manière dont on parle de la performance, et le bien-être, la satisfaction, l'éclate des collaborateurs dans les entreprises, mais carrément. Enfin, Mmh. pourquoi je décide de travailler en entreprise? Je pourrais décider de travailler seulement avec des associations, je pourrais décider de travailler. Je sais rien. Pourquoi j'aime les entreprises? Parce que les entreprises sont les lieux qui fabriquent le monde. C'est pas, c'est pas un être en soi, une entreprise. L'entreprise Mmh. n'existe pas parce qu'il faut qu'il y ait des entreprises. L'entreprise existe parce que les hommes ont besoin de se mettre ensemble pour travailler, pour transformer le monde. Donc, si au sein de cette entreprise, nous, on est un collectif qui a confiance en nous, les uns avec les autres, qui a un peu d'audace, qui sait faire, bah, on va transformer le monde et on va créer des trucs pour un monde qui est encore mieux. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est intéressant l'entreprise, c'est ça qui fabrique, je veux dire, ça fabrique les objets, ça fabrique les routes, heu, ça fabrique, les informations qui circulent, ça fabrique tout ça. L'État fabrique les cadres dans lesquels ça se fait. Mais si je décide de fabriquer un produit plutôt comme ci ou plutôt comme ça, si j'ai l'audace de décider que, eh ben, en fait non, dans mon entreprise, j'en sais rien, dans mon entreprise, on n'utilisera plus de fourrure. Bah oui, mais les parts de marché, les machins. Non, j'ai décidé que dans mon entreprise, on n'utilisera plus de fourrure. Point. Mmh. Mmh. Et j'ai l'audace de le faire parce que je crois en mon collectif. Donc, mon entreprise fabrique le monde d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'on est bien d'accord que le sens, on peut donner du sens à tous les projets d'entreprise ou peu importe le résultat, c'est-à-dire de chiffre d'affaires ou enfin, de ce qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire on peut faire des sacrifices ou des choix, parce que ça peut être des sacrifices ou des choix, de dire mon entreprise, comme vous le dites, je refuse de faire de la fourrure parce que c'est comme ça. D'un point de vue éthique, je ne veux pas avoir affaire à ce genre de pratique, mais ça n'empêchera pas que ma productivité continue à évoluer, etc. Je trouverai d'autres moyens, quitte à avoir un petit peu moins de chiffre d'affaires, mais je décide d'avoir cette éthique-là ou cette façon de faire. Donc, est-ce que dans la pratique de tous les jours, parce que moi j'adore cette idée, j'adore que voilà un chef d'entreprise ou quelqu'un qui dirige une structure humaine décide d'avoir ce genre de posture qui a du sens. Mais est-ce que dans la réalité du terrain, on peut vraiment mettre en place ce sens-là quand il va à l'encontre du chiffre d'affaires ou voilà, du résultat en termes matériels? Mais, heu, alors, c'est la question de la marge de manœuvre. Oui. C'est pas blanc ou noir. Il y a pas moi, je crois pas du tout qu'il y a, heu, les gens qui font des entreprises qui sauvent le monde et puis les gens qui sont très, très méchants et qui, Oui. voilà, il y a un continuum.
il y en a qui sont quand même un peu plus constructifs que d'autres, ça c'est sûr, mais il n'y a pas des saints et des démons. Euh, N'empêche que la question que ça pose, c'est comment individuellement, et je crois surtout collectivement, on, on a, et on revient sur notre sujet du départ, on a la prise de recul qui nous permet de nous rendre compte, qu'est-ce qu'on a fondamentalement vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et oui, dans moi, toutes les boîtes avec qui je bosse, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'être rentable. Évidemment, enfin, je veux dire, ça Oui. passe la survie de l'entreprise. Moi, j'aime mon entreprise, je veux continuer à y travailler, donc il faut qu'elle gagne de l'argent. Ça, c'est pas un sujet. Maintenant, c'est pas la pérennité est un objectif, mais au service d'eux. Et moi, cette entreprise, nous, cette entreprise, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse dans le monde? Et donc, en fait, réussir à reprendre un peu de prise de recul, de se dire, allez, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Et qu'est-ce qui est possible? Où elles sont ces marges de manœuvre? Et c'est là qu'on retombe dans cette notion de prise de recul, dans cette notion d'esprit critique. Et c'est pour ça que fournir des outils, alors, former, j'anime des formations en management, je design des formations, c'est un superbe outil, la formation. Surtout dans les enjeux actuels de changement de compétences, avec les compétences qui sont obsolètes tous les 18 mois. Donc, c'est un formidable outil. Il faut qu'on s'en serve plus. Ça, j'ai pas de sujet. Mais par contre, c'est pas la baguette magique de tout. Alors, la doxa va dire que de toute façon, c'est en train de devenir nécessaire de d'avoir une action qui a du sens pour être performant, parce que recrutement, parce que quand même, même le monde financiarisé commence à dire ok, ce serait bien qu'on ait quand même quelques indicateurs sur le fait que ça sert un peu à quelque chose qu'on fait. Mais au-delà de ça, enfin, à chaque entreprise, à chaque équipe, de définir qu'est-ce que c'est d'avoir du sens. Et moi, je suis étonnée. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé même avec des entreprises, certaines, au début, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment, théoriquement, ils sont censés être des méchants, quoi. Et en fait, à l'intérieur, c'est des vrais gens, vraiment engagés, qui avaient vraiment envie de faire, de participer à quelque chose. J'ai rarement vu, en tout cas, ça existe, mais très rarement vu des structures qui sont faites que de cynisme. Ou alors, c'est des tout petits trucs, très, très, voilà, je suis là pour gagner énormément d'argent tout de suite, très, très vite, quoi. Mais des structures un peu plus établies, il y a très peu de cynisme dans les entreprises. Oui, Donc, tout ça pour dire que la formation, oui, mais ça fait pas tout. Et donc, ce que je mentionnais, c'est qu'il y a si on reparle donc de learning culture, comment est-ce que notre culture est quelque chose qui nous permet de développer ce qu'on a besoin de développer pour devenir ce qu'on veut devenir. Ce qui répond à cette question, bien sûr. On décide qu'on veut donner ce sens-là. Bon, bah, très bien. Si on veut donner ce sens-là, il faut qu'on soit capable de ça, de ça, de ça. Comment on devient capable de tout ça? Et ben dans les dimensions de la learning culture, il y a effectivement les formations et tout ce que l'organisation propose d'information, formation, projet, mobilité. Mais il y a aussi la culture managériale. La culture managériale est absolument au cœur de tout ça. Parce qu'en fait, on ne décrète pas qu'une entreprise au total se transforme, qu'une entreprise, etc. Ça se fait équipe par équipe. Et donc la culture managériale va faire que ici, on a de l'audace ou on n'en a pas, on ose ou on n'ose pas. Parce qu'en fait, est-ce qu'on a peur ou pas si ça marche pas? J'avais travaillé avec une entreprise un jour qui disait, je me souviens plus de l'expression exacte, mais c'est en gros, c'est du no blaming policy. C'est-à-dire que on s'en fout de savoir. Et ben, il y en a une autre qui dit ça, j'aime beaucoup. On t'en voudra jamais d'avoir fait une erreur ou de t'être planté. On t'en voudra toujours de ne pas l'avoir dit. Exactement. Mais ça, c'est de la culture managériale. Je travaille avec d'autres entreprises où, en ce moment, il s'agit surtout de se couvrir et de dire non, c'est pas moi, c'est l'autre là. Et donc, vous parlez de collectif.
vous parlez de vision, en fait, c'est important, en fait, dans tout le chemin. Et là, vous parlez de pilotage, donc l'aspect managérial. Est-ce que sur le terrain, c'est ce que vous observez, c'est-à-dire que ce sont ces points-là qui sont mis en avant, où tout le monde est assez sensible, que ce soit les chefs, enfin, évidemment les chefs d'entreprise qui vont décider de la direction pour le développement de leur structure. Mais est-ce que c'est comme ça que l'entreprise française ou internationale, ce que vous observez, hein, se dirige vers ces points-là? Alors, moi, où j'ai un biais, c'est que c'est pour ça qu'on m'appelle. Donc, forcément, moi, on m'appelle pour des sujets de culture managériale, pour des sujets de transformation, donc de où est-ce qu'on veut aller, comment on y va, etc. Euh, je ne pense pas que ce soit nouveau. Mhm. Je pense qu'on essaye de le faire un peu différemment, euh, notamment par cette notion de complexité, de rapidité, d'incertitude. Aujourd'hui, il y a quand même, c'est très compliqué pour des dirigeants qui ont été habitués à planifier avec des datas, où on leur fait des analyses, des recherches, et donc je prends un machin, et la probabilité que ça se passe comme prévu est relativement élevée. Dans les années 2000, c'était encore relativement élevé que ça se passe comme Mhm. prévu. Aujourd'hui, ben non. Euh, donc tout ça, c'est même euh, avoir une vision, c'est-à-dire avoir une orientation vers lesquelles on va tous ensemble, avoir la culture managériale qui permet aux individus et aux collectifs de faire ce qu'ils ont besoin de faire pour aller vers cette destination, euh, avoir l'engagement de chacun des collaborateurs qui dit ok, moi ce truc-là, j'ai envie d'y contribuer, je sais pourquoi j'y suis important, et je sais ce que je vais y apprendre. Tout ça, c'est même, je dirais, bah, sans ça, je vois pas bien comment Mhm. ça peut marcher, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Et si vous deviez, vous, nous donner par rapport à votre expérience et par rapport à, on va dire, de l'espoir peut-être que vous pourriez avoir sur la continuité du développement, parce que moi j'ai bien compris que dans tout ce que vous entreprenez, l'apprentissage est au cœur de tout. C'est-à-dire, voilà, il faut voilà, apprendre, continuer d'apprendre, toujours apprendre, donner des facilités d'accès à l'apprentissage, évidemment, c'est la base de tout. Donc, c'est cette collectivité, travailler ensemble, apprendre ensemble, créer un sentiment d'appartenance, avoir une vision et puis surtout avoir une certaine intelligence émotionnelle, de pouvoir s'adapter à toutes les situations, aux changements imprévus, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que vous espérez de l'entreprise à venir? À quoi elle ressemblerait dans votre idéal à vous? Euh, le mot qui me vient, c'est audacieux. Euh, et je reviens juste sur ce sujet d'apprendre. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus en plus de lifelong learning, du fait de dire que voilà, maintenant, on va être nécessairement toujours en train d'apprendre. C'est-à-dire que je vais faire un pas de côté. Avant de répondre à quoi va ressembler l'entreprise, je dirais, j'espère et j'intuite que nos vies vont changer. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon ben voilà, tu grandis jusqu'à 6 ans, après tu apprends à lire, à écrire, boum, et puis jusqu'à entre 16 et 23, 24 ans, tu apprends à faire des trucs, tu apprends un métier, puis après tu fais ton métier 40 ou 45 ans, puis après tu attends. Enfin, tu fais des trucs, tu es à la retraite, tu t'occupes de tes enfants. Donc en fait, à 20 ou 25 ans, ou 16 ans, le modèle mental disait, tu as fini d'apprendre ton métier. Tu sais faire. Et d'ailleurs, j'ai encore aujourd'hui des gens qu'on présente alors qu'ils ont 50 ans, il a fait telle école. Bah ouais, mais en fait, c'était il y a 30 ans. Exactement, Euh, exactement. donc, enfin voilà. Et je pense qu'en fait, j'espère que puisque c'est cette notion d'actualisation, comment je m'actualise perpétuellement, c'est-à-dire que comment je download la nouvelle version de moi, et ça marche individuellement, ça marche collectivement, qui me permet d'être en phase avec l'environnement, mais qui me permet aussi de garder ma liberté. C'est-à-dire que si je suis à jour vis-à-vis de mon environnement, je suis capable d'y voir mes marges de manœuvre, et je suis capable de prendre mes responsabilités. Si je comprends rien à mon environnement, je ne peux pas prendre mes responsabilités. Je ne peux pas non plus prendre des responsabilités si je veux devenir chef de monde dans une grosse boîte. Euh, j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps. J'ai un atelier apprendre à apprendre ou apprendre pour devenir. Enfin, on parle justement de ces sujets individuellement, collectivement. Comment est-ce qu'on est des organisations qui développons des nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Et c'était des dirigeants, c'était une trentaine de dirigeants qui avaient 20-25 ans d'entreprise, grosse boîte.
Et il y en a un qui dit et si j'ai pas envie? Et si j'ai pas envie d'apprendre? Alors, Eh il ouais. disait pas forcément ça pour lui, il disait Mmh. ça aussi pour certains de ses collaborateurs. On a tous eu des collaborateurs qui disaient: «Attends, moi ça fait 30 ans, je suis sur mon job, il va me tenir jusqu'à la retraite, c'est bon. Heu et donc et si j'ai pas envie, est-ce que j'ai le droit?» Et je n'ai pas répondu. Et c'est quelqu'un d'autre qui a répondu, qui a dit: «Mais tu as le droit de pas avoir envie de comprendre ce que c'est que le métaverse. Tu as le droit pardon, tu as le droit de pas tu le c'est justement, c'est pas ça qui est le contraire. Tu as le droit de ne pas vouloir travailler avec le métaverse. Tu as le droit de refuser le web 3.0. Mais pour faire ça, il faut que tu le comprennes. Et oui. Donc il faut que tu Mmh. apprennes.» Mmh. Et donc en fait, c'est pour ça que l'ampleur des évolutions qu'il y a autour de nous va nous obliger, j'espère, à passer, bah, alors c'est moi qui projette ce que je fais, mais 20 à 30 de notre temps à être ce qu'on appelle des apprenants intentionnels. Je travaille, j'en sais rien, je travaille en marketing. Aujourd'hui, là, en 2022, intentionnellement, je vais passer mon année à comprendre ce que c'est que le métaverse, le web 3.0. Euh, Aujourd'hui, j'en sais rien, je travaille en RH. Je vais passer du temps à comprendre les conséquences de l'hybridation du travail. Je vais passer du temps à comprendre les évolutions sociologiques. Voilà, parce que je vais passer du temps à comprendre les nouvelles technologies de recrutement, par exemple. Mmh. Et donc, j'ai le droit après de dire éthiquement, ce truc-là, là, je n'en veux pas. Je refuse de le mettre en place dans mon entreprise. Très bien. Mais je le fais en connaissance de cause. Donc, j'ai appris ce que c'est. Tout à fait. Donc, Et donc, donc, pour répondre très par ce grand floups à votre question, l'entreprise de demain, pour moi, serait une entreprise où on continue à fabriquer le monde. On le fabrique en conscience, on le fabrique courageusement, on le fabrique ensemble. Euh, et on a 20 à 30 de notre temps qui est dédié à la créativité, à la recherche, à la remise en cause et à regarder ce qui est en train de se passer. Je me dis, j'ai fait de la philo, c'est hegelien. C'est regarder ce qui est en train d'advenir dans le système pour mettre des tuteurs sur les pouces de ce qu'on veut voir et arracher les mauvaises herbes quand elles commencent à apparaître. En moi-même, dans le collectif et dans le monde. donc ça impliquerait que tous les intervenants, les acteurs de l'entreprise, seront des personnes et enfin, en tout cas, j'essaie de suivre un peu et j'adore cette idée que vous développez, seront des personnes qui, au départ, auront des compétences, mais sur lesquelles on ne misera pas tout, puisqu'on partira du principe que l'entreprise va leur permettre de continuer d'apprendre, de continuer d'évoluer avec l'entreprise, hein, pour le coup, et donc de ne pas avoir uniquement des compétences spécifiques par rapport à leur métier où ils resteront dessus 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais qu'au contraire, ils pourront très bien rentrer dans l'entreprise en étant employés à tel endroit, de passer cadre et puis carrément partir dans un autre, faire complètement autre chose. Donc en fait, on va donner envie aux gens d'apprendre tout le temps en fait et de ne pas rester figé sur un diplôme qui a 30 ans d'existence, quoi. Moi, je suis assez convaincue enfin, ouais, que le système, surtout le système français des diplômes, machin, va quand même être amené à évoluer parce que on va passer beaucoup plus en mosaïque de plein de trucs. Euh, le, le, je pense que les compétences, ça reste quelque chose d'important. J'aime bien le mot anglais de capabilities. Je suis capable de. Donc typiquement, moi j'ai fait 15 ans de supply, donc j'étais capable de créer, manager, développer des très grosses équipes multiculturelles. Très bien. J'étais capable de gérer des projets complexes. Très bien. Je suis passée en RH. Gérer des projets complexes aussi en fait. Euh, donc, donc ce qui est hyper intéressant, qui se développe beaucoup, c'est ces notions de compétences transversales. Et la boîte dans le sens métier, j'intuite qu'elle va évoluer. D'ailleurs, pourquoi je suis devenue indépendante? Alors, il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est quand on m'a dit alors le prochain move, c'est RH ou supply chain? Je ne vais pas marcher sur un seul de mes deux pieds. Enfin, Ouais. Mmh. donc, il y a en fait,
c'est juste une question de diversité. Il y a des gens qui vont très bien être heureux de faire de la finance toute leur vie, euh, et puis se définiront comme financiers parce qu'ils auront décidé de se définir comme financiers, ça leur va bien. Et puis il y a des gens qui vont avoir 12 métiers différents et qui se définiront comme autre chose. Et puis, enfin, c'est ça qui est assez génial, je trouve, qui est assez excitant dans le moment qu'on est en train de vivre. C'est qu'on est en train de sortir du modèle qui est tu seras maréchal ferrant comme papa, mon fils. Mmh, mmh. Donc, mais on ne sait pas le faire. Et ça suppose qu'on apprenne des trucs toute notre vie et qu'on se remette en cause toute notre vie. Surtout, en fait, j'arrête pas de dire apprendre, ça suppose qu'on désapprenne. Et oui, et oui, et oui, c'est ça. Et il y a plein de trucs que je faisais il y a 10 ans qu'il faut, ou probablement il y a plein de trucs que je faisais il y a 6 mois qu'il faut que j'arrête de faire, mais jamais. D'ailleurs, c'est très intéressant. Tout à l'heure, vous parliez de votre atelier Apprendre à apprendre. Et c'est un livre de Idrisha, un soufi. Justement, le titre, c'est Apprendre à apprendre, où finalement, il passe, enfin, tous ces chapitres nous expliquent comment désapprendre finalement. Comment on désapprend pour apprendre. Enfin, voilà. Et comment on peut se rendre disponible à la connaissance. Et bon, là, on est dans des degrés de philosophie et de spiritualité intéressants. Mais pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est du questionnement qui continue de nourrir le savoir-être de chaque personne, du chef d'entreprise à l'employé, peu importe dans la culture d'entreprise dans laquelle on peut se trouver. Mais en tout cas, moi, je trouve très intéressant parce que vous ouvrez beaucoup de portes de réflexion, de remise en question. Vous parliez d'audace, je crois que c'est vraiment le résumé de votre démarche, c'est l'audace. Et on en a besoin parce qu'il faut vraiment se réinventer. Je pense qu'on est vraiment dans une phase où on est en train de se réinventer dans tout, que ce soit en tant qu'être humain, que ce soit dans ce qu'on veut créer comme quels que soient les produits, quelle que soit la ligne de l'entreprise. Et enfin, moi, je fais de la psychologie. J'ai plutôt affaire à des personnes en particulier et seules. En ce moment, je crée des groupes d'apprentissage justement parce que je sais que la communauté, apprendre ensemble, mettre l'apprentissage au service de l'individu, on va beaucoup plus vite, on intègre des concepts beaucoup plus complexes, beaucoup plus facilement, etc. Et je me dis que, enfin, en tout cas, on est sur la même ligne de se dire, il faut apprendre tout le temps, il faut créer un espace d'apprentissage permanent et chacun y vient quand il veut, quand il peut, quand il est disponible et en fonction des besoins qu'il aura en termes de connaissances. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est que quel que soit l'environnement, qu'il soit de l'entreprise ou privé ou particulier, le bon sens, la vision, l'intuition, c'est le cœur de tout en fait. C'est ce que vous dites. Oui, et en fait, je ferai un dernier parallèle. Quand on me dit, ah ouais, apprenant, pas apprenant, machin, c'est comme sportif. On est tous sportifs, on Et oui. marche. C'est-à-dire, si on dit sportif, c'est faire bouger son corps, c'est le niveau 0, bon, on est tous apprenants. Maintenant, est-ce que je suis un sportif qui en fait un peu plus que juste marcher à l'arrêt de bus ou marcher jusqu'au resto et puis, est-ce qu'à un moment, je deviens sportif de haut niveau? Et il y aura des apprenants, il y a des apprenants de haut niveau. On n'a pas tous besoin d'être des apprenants de haut niveau. Mais par contre, tout le monde sait que passer 8 heures par jour assis sur une chaise face à un écran, c'est pas bon pour la santé. Et donc, passer 12 heures par jour à faire exactement de la même manière ce qu'on a toujours fait, c'est pas bon pour la santé. C'est comme le sport, en fait. Il y a 100 ans, on ne faisait pas de sport. Les grands-parents n'avaient pas besoin de faire de sport. Nous, la vie dans laquelle on est maintenant nous oblige à volontairement aller à la salle, aller courir, aller, je sais pas quoi, faire du yoga. Là, c'est pareil. La vie dans laquelle on est nous oblige à volontairement être un apprenant intentionnel qui met de l'énergie, qui met de l'effort, qui met du temps, qui met de la sueur, mais qu'est-ce qu'on se sent bien une fois qu'on a été courir? Oui, tout à fait. Quand on a été ensemble. Exactement. Et surtout au niveau cérébral, on sait que l'activité cérébrale permanente, travailler la mémoire, on va dire déconnecter et reconnecter des synapses, parce que justement, on a appris, on a désappris, on rapprend autrement, etc. Ça nous permet d'avoir une vie plus longue. On le sait, ça a été prouvé scientifiquement. Donc lire, apprendre, etc. Il faut toute la vie non-stop. Il faut surtout pas rester dans des zones de confort au niveau cérébral, surtout pas. Il faut constamment renourrir, de nouveau se sentir dans une zone d'inconfort où on se dit là je n'y arrive pas, je ne sais pas comment il faut faire, avoir une concentration de plus en plus forte. Il ne faut jamais s'arrêter. Vous avez complètement raison. Toujours être débutant quelque part.
Toujours, toujours, on est bien d'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup Agnès, c'était très riche. C'était en tout cas enfin le message que vous passez, il est très, très enfin, il est rempli d'espoir pour, le développement de l'entreprise, pour le développement des personnes au sein de l'entreprise. Une dernière petite question avant de terminer ce podcast, parce qu'on a beaucoup parlé de l'ensemble, des équipes, des employés et cetera. Qu'en est-il des chefs d'entreprise? Comment se sentent-ils? Qu'est-ce que vous observez de leur santé psychologique, enfin, sans rentrer dans une analyse de leur état psychologique, mais comment vont-ils? Sont-ils Euh, audacieux? Sont-ils audacieux comme vous? alors, ça dépend des entreprises, donc il faudrait pas généraliser. Je vais faire vraiment une mauvaise généralisation, Mhm. vraiment mauvaise, ok, vraiment caricaturale. Euh, je sens une perte de, en fait, surtout dans les entreprises cotées, etc. Quand c'est ma boîte, j'ai les mains sur les manettes. euh, et tous les entrepreneurs que je connais qui ont leur boîte, qui ne sont pas forcément des très grosses entreprises, eux, ce sont des apprenants, toujours. Ils Mhm. se remettent en cause, ils apprennent, ils bougent, ils ont peur. Et même s'ils ont 50 ans et plus, ils disent: ah non, mais je ne vais pas faire ça toute ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire après. Donc ils ont encore 4 vies devant eux. Dans les structures plus établies, et notamment dans les structures où j'ai des actionnaires, etc., euh, je sens à la fois en fait, j'ai perdu mes marges de manœuvre. Là, il y a tellement, 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 tellement de choses à faire que même moi, c'est plus moi qui décide du rythme et des orientations, parce qu'en fait, le flux, je peux plus le maîtriser. Et parfois, pas toujours, mais parfois un décrochage. L'exemple que je prends souvent, c'est si vous avez commencé à travailler, j'en sais rien, dans les années 60, c'était bien de parler anglais, mais c'était pas absolument pas nécessaire. Mhm. Puis aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une entreprise internationale, vous avez appris l'anglais, vous parlez anglais, ça va. Sauf que la nouvelle génération, bah, ils sont bilingues. Mhm. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai peur. Oui. J'ai peur parce que je me rends bien compte que je me suis adaptée, mais ça n'est pas natif. Et donc, ce Mhm. sujet de transformation digitale, etc., et je fais partie de cette génération-là, hein. Moi, il faut que j'apprenne le monde digital. Mhm. Donc je serai jamais. Alors, les gens de ma génération ont d'autres valeurs, valeurs ajoutées, ont d'autres choses à apporter. Mais aujourd'hui, je sens pas. Encore une fois, il y a énormément notamment les entrepreneurs, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de volonté de participer à quelque chose de positif, etc. Et je trouve qu'il y a certains endroits où c'est compliqué. Mhm. Il y en a certains, j'ai parfois un peu mal au cœur pour eux. Ouais, c'est dur, Leur ils ont du situation n'est mal. pas simple, quoi. Leur situation n'est pas simple. Les règles du jeu ont changé. Mhm. Et ce qu'on disait tout à l'heure, what took us here won't take us there, bah, ce qui m'a amené ici, les critères qui ont fait mon succès, donc ma reconnaissance, donc ma puissance sociale et économique, etc., ne sont plus les critères qui vont me permettre de continuer à avoir cette puissance. Oui, Ah, oui. Mhm. donc Ouais, là, c'est il faut que ouais. j'apprenne. Oups, ben ouais, mais moi j'ai grandi dans un monde où on m'a dit, il faut que tu saches, Et ouais. faut que tu sois celui qui sait. Donc comme tu sais, t'as pas la peine d'apprendre. Et puis, qu'ils sachent et qu'ils maîtrisent, parce qu'il faut que ce Ah oui, soit une spécificité, tout le long de sa vie, et quoi, tu donc décides. C'est toi qui et décides. oui, et oui. Donc apprendre à ce que les choses soient décidées et pas forcément à ce que je suis celui qui décide. Mmh. Mon job, c'est d'assumer, pas forcément de décider. Et d'ailleurs, comment ils réagissent, à toutes ces startups comme ça qui naissent, qui deviennent millionnaires en une année, qui grandissent très vite, qui ont des croissances folles? Comment ils réagissent à ça? Bon, pareil, enfin, ce serait difficile de généraliser, mais Oui. pour moi, déjà, bon, l'extase face aux startups, on commence à, Mmh. voilà, Mmh. Ça redescend un peu. commence à redescendre. L'argent Ouais, gratuit est terminé, donc l'argent gratuit étant voilà. terminé, le monde des startups, c'est un peu plus. Ouais, Moi, je connais des gens qui disent, quand on leur dit, tu as fait une startup, ils disent, non, moi, j'ai juste monté une boîte, en fait. ouais. Voilà. Non, ce que j'observe, que je trouve hyper positif, c'était mon indicateur, c'était Vivatech. C'était 2000, je sais plus, 18, un truc comme ça.
la première version de Vivatech, donc le salon de la technologie en France, des startups et tout, en fait, visuellement, c'était hyper intéressant. C'était, enfin, intéressant, en tout cas symbolique. C'est-à-dire, ça avait tous les grands groupes et les stands étaient faits, c'était quasiment des arbres. Donc, il y avait une sorte de tronc et puis après, plein disaient, là, ici, vous êtes chez Air Liquide, là, ici, vous êtes chez Bouygues Télécom, là, ici, vous êtes chez machin. Et en dessous, il y avait plein de petites startups. Donc, le symbole était, nous sommes puissants, rassurants, pérennes, solides, et nous hébergeons les petits nouveaux qui sont en train de grandir et qui vont nous amener la créativité, l'innovation, les changements, etc. Bon. Mais nous, ce qu'on fait, c'est pas le sujet. Nous, notre capacité, c'est juste de faire de l'ombre pour que les petits puissent. Et puis cette année, Vivatech, et ben, visuellement, c'était complètement différent. Et on voyait plus les startups. Alors, on les voyait, mais on les voyait vachement moins. Par contre, ce qu'on voyait beaucoup, c'était les projets innovants en mode startup que les grands groupes avaient développés. Et donc, plus ou moins bien, avec beaucoup de casse, avec beaucoup de frustration, avec beaucoup d'argent perdu, avec beaucoup, etc., je pense que la symbiose a quand même un peu réussi à se faire. Et donc, on n'est plus à un moment du monde où il s'agit de dire, il y a les grands groupes et il y a les startups. Aujourd'hui, il y a un foisonnement de types d'entreprises. Et pour moi, l'enjeu, c'est plus comment est-ce que tous ces types d'entreprises apprennent à collaborer ensemble. J'en fais partie. Je veux dire, les consultants indépendants, c'est un mode un peu particulier. Par exemple, les grands groupes nous appliquent les politiques achats de n'importe quel cabinet de conseil. C'est-à-dire que moi, parfois, on me dit, il faudrait que tu répondes à un appel d'offres. Si je passe 5 jours à répondre à un appel d'offres, alors que tu fais répondre de la même manière, je sais pas quoi, Bearing Point ou BCG, j'en sais rien, c'est pas mon business model. Donc, la diversité qui est en train d'apparaître dans les types d'entreprises possibles, qui est hyper riche et qui, je pense, va nous permettre d'être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus pertinents et de faire un monde plus juste et plus soutenable. Parce qu'au bout du bout, c'est comme juste ça le sujet. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'un seul sujet, c'est comment est-ce que les entreprises participent à un monde plus soutenable, plus juste, qui réduit les inégalités sociales et qui fait qu'il y a encore une humanité dans 150 ans. Enfin, complètement. Il n'y a pas d'autre sujet pour moi. Et la diversité des formes d'entreprise, je pense, pourra participer à ça. Mais il faut qu'on apprenne à collaborer dans tous ces formes. Donc, long story short, les startups, je pense que c'est en train de devenir un peu moins sexy, l'amour, oulala, voilà. Mais il a fallu passer par là. On a tous fait notre startup, c'était rigolo. Mais ça a vraiment permis, je pense, de remettre un peu d'audace et un peu de capacité à investir dans de l'innovation, à changer quelques méthodes de travail. Donc, est-ce qu'ils les voient bien ou pas bien, j'en sais rien, mais je pense que ça fait moins peur. Oui, tout à fait. On a appris à se connaître, quoi. En tout cas, moi, ce que je vais retenir de cet échange qu'on a eu par rapport au développement de mon entreprise, c'est la vision, continuer d'avoir une vision très claire, parce que le monde de l'entreprise m'intéresse pour développer justement des contenus d'apprentissage, et l'audace que je retiendrai de vous, puisqu'il faut en avoir, vu qu'il y a énormément de potentiel, mais en même temps, voilà, il y a cette complexité, puisque c'est pas compliqué, mais c'est complexe, effectivement, quelle que soit l'intention qu'on va avoir, et de toujours garder en tête cette intention qui est de développer les gens, de développer la vie et de développer l'humanité dans son ensemble, qu'elle soit productive, matérielle, humaine, peu importe. Il faut toujours aller du côté du vivant et en direction du vivant. Et c'est en tout cas là c'est très inspirant en fait de vous écouter, c'est riche et votre expérience, elle transpire de tout ce que vous dites. Donc on prend des raccourcis de compréhension, c'est vraiment très intéressant. Et je vous remercie beaucoup de ce temps que vous nous avez accordé et pourquoi pas une autre interview ensemble sur un autre sujet. En tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer ensemble, j'en suis sûre. Merci beaucoup Agnès, merci pour votre temps et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.